Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, chers étudiants. C'est moins que Monsieur le ministre, comme président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'en qualité de président de l'association Tourisme, Recherche et Enseignement Supérieur, plus connue par son acronyme ASTRE, qui évoque le ciel, le soleil et les étoiles en ces temps de pluie et de vent, que je suis particulièrement heureux et honoré de vous recevoir ce matin dans les grands salons de la Sorbonne que M. François Weil, recteur chancelier de l'Académie de Paris, a eu l'obligeance de mettre à notre disposition. De vous accueillir en présence des représentants des 13 établissements partenaires de ce qui constitue aujourd'hui, à l'échelle de notre pays, et aspire à devenir toujours davantage, par son activité, son dynamisme et son rayonnement, la French University of Tourism, l'Université d'Angers, représentée ici par son président, M. Jean-Paul Saint-André, l'Université de Brest et Bretagne occidentale, le Centre national des arts et métiers, l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville, l'Université Joseph Fourier de Grenoble, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l'Université de La Rochelle, l'Université de Nice Sophia Antipolis, les 3 universités d'Île-de-France, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris-Est Marne-la-Vallée, l'Université Jean Jaurès de Toulouse et l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Permettez-moi également de remercier très chaleureusement la Direction générale du tourisme et sa directrice, Madame Emma Delfaux, présidente du conseil d'administration de l'Institut d'études supérieures du tourisme de l'Université Paris 1, l'IREST, qui a joué un rôle déterminant dans l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. Mes collègues, Madame Maria Gravari-Barbas, directrice de l'IREST, et Monsieur Jean-Marc Bonisseau, vice-président en charge des relations internationales, et surtout de saluer la présence des très nombreux enseignants et étudiants des formations de master de tourisme, venus de tous les angles de l'Hexagone pour vous entendre et dialoguer avec vous sur l'objet qui nous réunit aujourd'hui, le tourisme entendu non seulement comme une aventure humaine et comme une aventure économique, sociale et culturelle, mais encore, et c'est toute l'ambition de l'association ASTRE, comme un objet de réflexion intellectuelle et de recherche scientifique au carrefour de disciplines multiples. Car vous êtes, Monsieur le Ministre, très attendu de votre public, jeune et moins jeune, très attentif et impatient de vous écouter. Vous êtes en effet, permettez-moi de vous le dire, le Premier ministre des Affaires étrangères à avoir à ce point affirmé l'importance décisive du tourisme au sein des relations extérieures de la France. Le premier à en avoir souligné le caractère stratégique dans la diplomatie d'une grande nation de patrimoine et d'histoire comme la nôtre. Et le premier à lui avoir accordé toute votre attention sur le plan économique, culturel et politique au meilleur sens du terme, jusqu'à en faire, comme vous l'indiquiez dans votre important discours du 11 juin dernier devant le Conseil de promotion du tourisme, un trésor national et un trésor humain. Dans cette même allocution, vous brossiez le carré du succès pour notre tourisme, à travers 4 chantiers, le numérique, l'accueil, la formation, l'investissement. Et vous donniez pour le chantier qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la formation au métier du tourisme, 3 initiatives majeures, la mise en place d'une conférence des formations d'excellence du tourisme, la mise en œuvre de formations en ligne sous la forme de MOOC ou d'e-learning et la création d'une chaire de recherche consacrée au tourisme. Plus que tout autre ensemble, il me semble que l'association ASTRE, au nom de laquelle je m'exprime, est en tant que French University of Tourism à l'échelle nationale, susceptible de répondre à votre appel. D'abord parce que le modèle universitaire, on ne le dira jamais assez, est le seul intelligible à l'échelle mondiale et que le millefeuille éducatif français doit être impérativement simplifié et restructuré sans renoncer ni à sa diversité ni à ses exigences. Ensuite, parce que seule l'université peut offrir à tous les niveaux de la licence, du master et du doctorat, en lien avec l'enseignement secondaire, les modes de diplomation et le corps enseignant habilité de haut niveau propre à lier étroitement formation, recherche et professionnalisation. Enfin, parce que l'université de recherche de type nouveau,
que le regroupement des universités, des grands établissements, des grands organismes de recherche et des classes préparatoires en cours au sein de l'enseignement supérieur public et privé répond aux défis que vous avez énoncés pour le tourisme du futur dans notre pays. L'association ASTRE a été créée en septembre 2010 afin de structurer le réseau des universités et des établissements français possédant en leur sein des formations dans le domaine du tourisme et d'y développer un milieu de recherche, de promouvoir la thématique du tourisme au sein de l'enseignement supérieur et d'en améliorer le caractère innovant, la visibilité, l'attractivité, la compétitivité, de faire reconnaître les grades de licence, du master et du doctorat par le milieu professionnel en nouant des partenariats avec les entreprises et de construire des synergies au niveau national, européen et international. Les projets conduits par l'association ASTRE pour le futur proche rencontrent enfin, me semble-t-il, une grande partie des objectifs que vous aviez fixés. La mise en place par les universités et établissements partenaires dans l'été 2016 d'une école internationale, la Summer School of the French University of Tourism, intéressera 4 régions françaises, l'Île-de-France, la Provence, le Languedoc et les Pays de la Loire, et mettra en valeur de grandes destinations touristiques françaises dans un esprit conforme à celui qui a guidé la signature par votre ministère des contrats de destination. En 2016 encore, l'Université de Brest, qui nous a rejoints en 2015, organisera le 6e colloque international d'ASTRE à Quimper, après d'autres universités. Résolument internationaux et interdisciplinaires, les colloques d'ASTRE sont désormais clairement reconnus et identifiés par les milieux de la formation et de la recherche en tourisme en France comme à l'international. Enfin, la 2e journée professionnelle d'ASTRE, qui se déroulera en novembre 2016, entend consolider les rapports que les universités et les établissements partenaires entretiennent avec les entreprises dans la recherche de haut niveau, notamment à travers le dispositif des bourses CIFRE. L'association ASTRE entend ainsi se présenter à vous, Monsieur le Ministre, comme une sorte de guichet unique, dynamique, accueillant, innovant, en termes de formation, de recherche et de professionnalisation dans le domaine du tourisme. C'est vous dire assez combien nous nous réjouissons de vous entendre ce matin en Sorbonne, tout en vous renouvelant l'expression de notre très vive gratitude pour votre présence et pour votre action. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour vos propos extrêmement clairs et tout à fait positif. Merci à toutes et à tous d'être là, à la fois professeurs, étudiants et puis personnalités diverses. Il est 10h10, je dois filer à 11h-5. Donc, je vais faire mon topo, ensuite je répondrai à quelques questions et je m'arracherai, malheureusement, à cette maison que j'ai connue il y a quelques mois quand j'étais étudiant. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre consacrée aux formations dans les métiers du tourisme. Je veux saluer les organisateurs, l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme et l'association ASTRE. C'est un acronyme, avez-vous dit, c'est juste assez prometteur, qui regroupe de plus en plus d'universités qui proposent des formations d'excellence dans le domaine du tourisme. C'est une initiative tout à fait excellente. Je pense qu'elle doit être encore mieux connue et ça me fait très plaisir d'être ici. J'ai eu déjà l'occasion de faire des conférences à la Sorbonne, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler du tourisme et aux acteurs du tourisme d'aujourd'hui et de demain. Si je comprends bien, vous étudiez différentes matières, pour certains le droit du tourisme, pour d'autres davantage ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, pour d'autres encore, peut-être pour les mêmes, le patrimoine. Et tout ça reflète la diversité et la richesse du tourisme français. Mais quel que soit le choix que vous avez fait, je parle des étudiants,
en fait, vous voulez travailler dans et pour notre tourisme. C'est un choix tout à fait excellent, au risque de radoter, mais quelqu'un disait que les responsables politiques n'ont le choix qu'entre deux éléments, ou bien se répéter ou bien se contredire, et il faut mieux choisir le premier. Oui, c'est un trésor national. D'abord, sur le plan économique. Bien sûr, je m'adresse à des spécialistes ou à des futurs spécialistes, en tout cas à des convaincus, mais il faut être simple et poser une devinette et en même temps y répondre. En matière économique, et chacun sait à quel point l'économie est évidemment fondamentale. Si l'on pose la question pour la France, quel est le secteur économique qui, d'une part, apporte maintenant près de 2 millions d'emplois, qui ne sont pas délocalisables, qui rapportent un excédent de balance commerciale de plus de 10 milliards d'euros, où la France est la première du monde, et dans un secteur dont on sait déjà à l'avance qu'il va, dans les années qui viennent, grandir. Si on additionne toutes ces données, il sort un secteur, qui est le secteur du tourisme. Mais pour des raisons étranges, sur lesquelles je ne vais pas faire de recherche, mais peut-être faudra-t-il en faire, jusqu'à présent, ce secteur, et ne soyez pas choqués que je vous dise cela, a été considéré comme marginal. Il y a eu certainement des ministres du tourisme excellents, mais ce n'est pas le seul critère pour juger si un secteur est marginal ou central. Mais en allant plus loin, ça a été considéré depuis très longtemps comme un secteur A économique, A de alpha privatif. C'est une sottise. Et quand je dis cela, j'adopte le langage choisi qui est celui du Quai d'Orsay. C'est un trésor, et un bon trésor. Ce n'est pas une mallette qu'on va ouvrir et dans laquelle on ne trouvera rien. On est sûr, si la France fait les efforts nécessaires en matière de tourisme, de choisir un secteur positif central. Au-delà de cet apport économique considérable, c'est un trésor pour notre image internationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, au Premier ministre, qui ont bien voulu me dire oui, de m'attribuer cette compétence, qui n'était pas classiquement celle du Quai d'Orsay. Parce que mon rôle en tant que chef de la diplomatie, c'est de faire rayonner notre pays et de véhiculer l'image la plus positive possible de la France. Et il se trouve que le tourisme, à condition bien sûr qu'il soit bien mené, c'est le meilleur ambassadeur de la France. Des touristes qui viennent chez nous et qui sont satisfaits de leur séjour seront des ambassadeurs excellents. En revanche, s'ils sont mal accueillis, ça fera de la contre-publicité. Et comme moi, je suis à la tête de pas mal d'ambassadeurs professionnels, enfin à vrai dire tous, eh bien j'ai considéré que le tourisme pouvait être, devait être dans le champ de compétences du Quai d'Orsay. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant avril 2014, finalement il n'y a pas si longtemps, ça fait un peu plus d'un an, le Quai d'Orsay a reçu la compétence en réalité de la promotion du tourisme, mais j'ai un peu élargi, j'ai dit tourisme tout court, même si une de mes collègues et qui est secrétaire d'État au ministère de l'Économie s'en occupe très activement, et à mes côtés, M. Feckel, qui est aussi secrétaire d'État. Nous sommes mis à la tâche avec les professionnels. C'est tout à fait passionnant, d'abord parce que c'est un secteur extrêmement divers, et ça touche beaucoup de secteurs. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que vous avez choisi de vous y investir. À la fois les régions, les villes, les monuments, les musées, la créativité culturelle, la gastronomie, les vins, l'art de vivre, les paysages,
toutes les dimensions. Et c'est passionnant aussi parce qu'on y fait, par définition, beaucoup de rencontres. Au départ, je n'étais absolument pas un spécialiste du tourisme. Mais depuis 1 an et demi que je m'y suis investi, j'apprécie vraiment tous ceux que je rencontre qui en composent l'univers. Et en même temps, l'état d'esprit. Parce que si on veut réussir dans ces professions, il y faut beaucoup d'ardeur au travail bien fait, beaucoup de rigueur, beaucoup d'inventivité, beaucoup de convivialité, ce qui ne gâche rien, beaucoup d'hospitalité. Et comme le souligne l'intitulé de cette réunion, il faut rechercher l'excellence. L'excellence, ça ne veut pas dire l'arrogance, c'est même souvent l'inverse. Et le rôle des pouvoirs publics, donc le mien, c'est d'accompagner vos métiers et de promouvoir le tourisme dans toutes ses dimensions, y compris, Monsieur le Président, vous y avez fait allusion avec raison, la dimension recherche, j'y viendrai un peu plus tard. Ce travail-là, il est d'autant plus nécessaire que nous devons renforcer notre position au plan international. Alors, je sais bien qu'on dit que la France est la première destination touristique mondiale. C'est vrai, et les chiffres de la saison 2015 l'ont confirmé, qui pour différentes raisons ont été très bons, mais c'est assez fragile. Et cette fragilité se concrétise tout de suite si l'on dit que, en termes de recettes liées au tourisme, de ressources qui nous sont apportées par le tourisme, nous ne sommes pas premiers, mais nous sommes directement quatrièmes. Il y a devant nous les États-Unis, l'Espagne et maintenant la Chine. Et d'autre part, le contexte touristique mondial est en train de beaucoup bouger, ce qui d'un côté nous crée des opportunités nouvelles, mais d'un autre côté présente un certain nombre de risques. Il faut y penser et essayer de s'en prémunir. Alors, pour vous qui êtes investis, allez vous investir dans ces métiers, peut-être intéressant que l'on partage une réflexion sur comment est-ce que le tourisme va évoluer là, dans les années qui viennent. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais bon, j'essaye de réfléchir et de discuter, et de me documenter, et je crois qu'il va y avoir au moins 4 grandes évolutions dans les années qui viennent. D'abord, le tourisme dans le monde va se développer, et donc il va y avoir de l'expansion. En termes de richesse générée, c'est déjà une des plus importantes industries au monde, et une de celles qui va croître le plus fortement, tout simplement avec l'élévation moyenne du niveau de vie. Si l'on agrège les chiffres, aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui voyagent dans le monde pour des raisons touristiques. Dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Ça va doubler. Et évidemment, c'est pour la France, première destination touristique internationale, une opportunité extraordinaire. Nous devons capter une partie significative de ce marché et de la croissance de ce marché, donc l'expansion. Et pour ceux d'entre vous qui vont s'engager dans ce secteur, ils savent que ça va être un secteur en expansion. La deuxième tendance, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de compétition, pas seulement de la compétition interne en France, bien sûr, mais de la compétition au plan international. Parce que des pays, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à plusieurs pays d'Amérique latine, ne figuraient pas jusqu'ici dans les destinations privilégiées, on peut penser à l'Iran aussi. La situation change, ces pays ont compris qu'il n'y avait pas de rente dans ce domaine qui serait réservé à quelques-uns, la France, l'Espagne, l'Italie, etc., mais qu'eux-mêmes pouvaient s'investir. Et il y a un chiffre qui mérite d'être médité. L'Organisation mondiale du tourisme nous dit qu'entre 2010 et 2030, les arrivées de touristes étrangers dans les destinations des pays émergents vont augmenter 2 fois plus vite que dans les pays du Nord, dont la France fait partie. Donc, expansion et compétition. Troisièmement, diversification, en particulier diversification de la demande. De moins en moins, il existe
un tourisme, mais des tourismes. Il y a des diversités de demandes. Vous avez un nombre croissant de touristes qui veulent vivre une expérience singulière, authentique, se rapprocher des habitants, des savoir-faire locaux. D'autres vont continuer de rechercher des séjours organisés et des parcours touristiques plus classiques. Il y a des modes de voyage très différents, voyage en groupe traditionnel, voyage personnalisé. Il y a des tourismes thématiques très différents. La gastronomie, le no-tourisme, l'écotourisme, le tourisme de mémoire, les croisières, le tourisme nocturne, le tourisme sportif, etc., etc. Et tout cela va entraîner des incidences importantes sur vos métiers. Et puis la dernière évolution va être la numérisation. Pour les étudiants qui sont là, le numérique constitue un réflexe. Et ça l'est de plus en plus pour les touristes qui se rendent sur Internet, moi le premier, afin de chercher des idées de vacances, lire des recommandations, acquérir un billet de transport, réserver un hébergement. Et quand ils sont sur le lieu de séjour, ils utilisent Internet et des applications innovantes pour trouver le chemin, acheter un ticket de musée, découvrir un restaurant, une activité. Et quand ils reviennent dans leur pays, ils retrouvent Internet pour faire partager leur expérience, bonne ou mauvaise, sur un blog, noter les hôtels en ligne sur certains sites, formuler des critiques, etc., etc. Bref, le numérique est absolument central pour les touristes, donc pour le tourisme. Donc, si j'essaye d'identifier les tendances majeures pour le futur, expansion, compétition, diversification, numérisation. Alors, il faut qu'on relève ces défis. Et pour ça, il était nécessaire de mettre en place avec les professionnels une politique qui soit volontaire pour le tourisme et sa promotion. Et c'est là où j'ai essayé d'intervenir en prenant pas mal de mesures depuis maintenant un peu plus d'un an. Je ne vais pas les détailler ici, mais pour résumer, nous avons choisi 3 directions principales. La première direction, c'est d'encourager le dynamisme des entreprises du secteur. Parce que s'il n'y a pas des entreprises dynamiques, il n'y a pas de tourisme. Alors, il y a eu toute une série de mesures, et notamment des mesures qui sont encore insuffisantes pour simplifier la vie de ces entreprises. Parce que, vous le verrez encore plus quand vous serez dans la vie active, les choses sont beaucoup trop compliquées et sans tomber dans je ne sais quelle démagogie, il y a des simplifications réglementaires, législatives à opérer. On a commencé à le faire. Je ne veux pas être plus précis là-dessus, mais enfin, c'est un champ important pour développer la compétitivité des entreprises et simplifier la vie de leurs responsables. Un autre chantier, vous avez fait allusion, Monsieur le Président, nous avons voulu mieux organiser l'offre touristique et donc nous avons mis en place ce qu'on appelle des contrats de destination. Il y en a pour le moment 20. Sans doute en avez-vous entendu parler. C'est-à-dire qu'un contrat de destination promeut une appellation, une marque forte de territoire. C'est du gaspillage qui parfois est pratiqué, qu'un territoire quasiment inconnu engage des dépenses considérables pour aller distribuer des prospectus à New York. Autant les mettre directement dans la poubelle. Il faut travailler en termes de marques. Et donc, nous avons promu des marques fortes de territoire. Ça s'appelle la Bourgogne, la Provence, les Alpes, la Corse, etc. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être retenu. Et rattaché à ces marques, il y a des sous-ensembles. Mais cette nécessité de rassembler à la fois les sites et les forces des acteurs publics et privés de ces territoires, collectivités locales, entreprises, offices du tourisme, autour d'une stratégie commune de développement touristique, c'était une nécessité. Et là, Monsieur le Président, nous avons jusqu'à présent une insuffisance qui est à la fois de notre fait et de votre fait, c'est que les universités et les institutions, sauf quelques cas, ne sont pas intégrées dans la stratégie de ces contrats de destination. Donc il faut que vos collègues dans toutes les universités que vous avez citées, qui sont intéressés,
se rapprochent de ces contrats et de ces marques, et cela aura d'autres effets positifs. Il ne faut pas vous laisser en dehors et il ne faut pas que vous restiez en dehors. Pourquoi c'est intéressant ces contrats de destination? Parce que l'une de nos faiblesses, je vais y revenir, c'est que, bien sûr, nous avons beaucoup de touristes qui viennent, mais ils ne restent pas assez longtemps et ils ne dépensent pas assez d'argent. Si on veut qu'ils restent plus longtemps, si on veut que nos recettes remontent, il ne faut pas qu'ils n'aillent qu'en Île-de-France et sur la Côte d'Azur. D'abord parce que s'ils font cela, comme nous avons l'ambition de développer le nombre des touristes, ces sites deviendront très difficiles et moins agréables s'il y a trop de monde. Et en plus, parce que nous avons dans toutes nos régions, vous êtes par définition originaire de toute la France, des beautés magnifiques, des choses à offrir. Mais pour le moment, quand on regarde les statistiques, c'est Île-de-France et Côte d'Azur. Non pas que d'autres régions, moi-même je suis de Normandie ou d'autres, ne fassent rien, ils agissent beaucoup. Mais en termes de chiffres, c'est pour le moment peu de choses. Donc si on veut la diversification, eh bien, il faut travailler dans cet esprit et les contrats de destination y contribuent. Et un troisième chantier, c'est évidemment l'accueil des touristes, ça c'est fondamental. Nous ne sommes pas les meilleurs du monde là-dessus. Je ne vais pas tomber dans une espèce de French bashing contre lequel je m'élève, mais nous avons des efforts à faire et ils commencent d'abord dans les pays d'origine. Des mesures comme celles que j'ai prises pour délivrer, par exemple en Chine, les visas en 48 heures, ont eu une incidence absolument considérable. D'une année sur l'autre, entre 2014 et 2015, nous avons une augmentation de 56% du nombre des visas délivrés aux Chinois. Et cette affaire des visas en 48 heures, nous l'avons étendue à l'Afrique du Sud, à l'Inde, aux pays du Golfe. Nous allons l'étendre d'ici la fin de cette année à la Turquie, à l'Indonésie, à Singapour, etc. Mais je prends cet exemple. Mais l'accueil, c'est du point A au point Z. Le point Z étant évidemment la destination du touriste en France, lorsqu'il arrive à l'aéroport. S'il est chinois, il faut qu'il y ait des indications en chinois, il faut qu'il soit accueilli, il faut que son portefeuille ne lui soit pas prélevé, il faut qu'il puisse se rendre vite à Paris et ne pas faire une queue pendant 3 heures, il faut que s'il arrive à l'hôtel, il soit bien accueilli, il faut que. Et donc, cette dimension-là est indispensable. Bon, on a progressé sur ce point-là, mais on a encore beaucoup à faire. Et la semaine dernière, j'ai réuni ce que j'ai appelé la première conférence annuelle du tourisme, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de professionnels du tourisme qui étaient là, pour essayer d'échanger sur qu'est-ce que nous avons fait depuis maintenant 1 an et demi et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et nous avons insisté sur 4 sujets, sur l'investissement, le numérique, l'accueil et la formation. Et je voudrais prendre 2 sujets seulement avec vous, la formation et l'accueil, parce que ça vous concerne au premier chef. Nous accueillons aujourd'hui, les chiffres pour 2015 n'ont pas encore été publiés, mais enfin on est autour de 84-85 millions de touristes étrangers par an. Nous avons aussi beaucoup de touristes français, et il faut s'y intéresser, beaucoup. Et nous avons les atouts nécessaires pour atteindre les 100 millions de touristes étrangers. Mais si nous voulons faire cela, il faut qu'il y ait pas mal d'investissements. Il faut que nos hébergements et nos infrastructures touristiques soient en qualité et en nombre suffisant sur l'ensemble du pays. Par exemple, dans les stations de montagne et du littoral, l'hébergement souvent est un peu vieillot et donc il y a un effort de rénovation à faire. Dans nos régions, la capacité d'accueil hôtelière est parfois trop faible pour attirer par exemple le tourisme de salon, de congrès, d'affaires, ou pour faire face à la demande croissante en matière de nos tourismes. Prendre un exemple, moi je suis de Normandie, donc en Normandie il y a le Mont Saint-Michel qui est limitrophe entre la Normandie et la Bretagne. C'est un site magnifique qui est visité par beaucoup de monde. Mais à proximité, il n'y a pas beaucoup d'hôtels et d'hôtels de qualité. Conséquence, il y a
plus le chiffre exact en tête, mais il doit y avoir plus de 3 millions de gens par an qui visitent le Mont-Saint-Michel. Mais s'il n'y a pas d'hôtel pour les accueillir suffisant, eh bien, les tours opérateurs font un circuit. Je viens de Paris, je vais au Mont-Saint-Michel et je reviens à Paris dans la même journée. Bon. Alors que si nous sommes capables d'organiser les choses, eh bien, ces personnes peuvent passer 1 jour, 2 jours, 3 jours en Bretagne, en Normandie. Et voilà. C'est pas sorcier. Encore faut-il s'organiser avec la profession pour que ce soit possible. Je ferai le même constat concernant un domaine qui va beaucoup croître dans les années qui viennent, qui sont les croisières, que ce soit les croisières fluviales ou les croisières maritimes, et où il y a beaucoup d'équipements à développer. Marseille est en train de connaître un boom extraordinaire, mais on a beaucoup d'autres choses à faire, et notamment le tourisme fluvial, dès lors qu'on aménage et qu'on équipe les canaux, etc., va être un secteur qui va beaucoup se développer. Ça demande de l'argent. Et donc, la Caisse des dépôts et consignations, ce n'est pas le budget de l'État, c'est un organisme tout à fait différent, a accepté d'investir dans les temps qui viennent 1 milliard d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent, pour aider à la réalisation de ces équipements, aider à la construction ou à la rénovation des hôtels et aider les start-up dans ce domaine. Ça, c'est pour, je dirais, l'investissement. Concernant le numérique, il y a énormément de choses à faire parce que c'est la clé à beaucoup d'égards. Et nous avons pris une décision la semaine dernière, qui n'est pas encore totalement satisfaisante. Ce qui compte, c'est le site, mais le premier site, parce que les spécialistes du secteur disent que seulement 30% de ceux qui vont sur un site ensuite suivent les préconisations pour aller sur d'autres liens. Donc il est très important que ce soit le premier intitulé et le premier site que vous avez en face de vous qui soit décisif. C'est d'ailleurs pourquoi tellement d'entreprises se battent pour être les premiers référencés. Alors jusqu'à présent, il y avait un site qui d'ailleurs doit être beaucoup modifié pour le tourisme en France, qui s'appelait Rendez-vous en France. Bon, l'intitulé est tout à fait décisif parce que vous êtes un Japonais, vous parlez donc probablement pas couramment le français, et si vous dites je vais aller en France, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois faire, le mot de rendez-vous ne vous vient pas spontanément à l'esprit. Donc c'était pas idéal. Alors nous avons obtenu du Premier ministre que désormais c'est le site france.fr qui sera totalement consacré au tourisme. Vous pouvez d'ailleurs tapoter, mais ce que vous verrez n'est pas satisfaisant, parce que si france.fr maintenant a le contenu de l'ancien site Rendez-vous en France, ce contenu lui-même doit être modifié. Il va y avoir un appel d'offres là, dans les semaines qui viennent pour changer le contenu, et donc à partir de l'année prochaine, sur le site france.fr, donc facile à référencer, vous aurez quelque chose qui donnera une vision vraiment très positive de ce qu'on peut faire en matière de tourisme en France et qui renverra sur un certain nombre d'autres liens. S'agissant de la formation, si on veut que le tourisme français soit à la hauteur, eh bien, la qualité des services proposés doit être irréprochable. Et ça passe d'abord par la qualité des formations. Nous avons déjà des formations d'excellence dans différentes filières et elles sont dispensées par toute une série d'établissements prestigieux et bien évidemment à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, il y a les formations tourisme de l'IREST et de l'ensemble des universités membres du réseau ASTRE. Il y a aussi bien sûr des établissements de type privé, Ferrandi, Paul Bocuse,
le lycée hôtelier de Thonon, etc., etc. Mais l'excellence des formations, qui est indispensable, doit à la fois être développée et ça ne suffit pas. Nous devons améliorer la visibilité de ces formations excellentes, que ce soit à l'étranger ou en France. Sinon, nous n'aurons pas le rayonnement nécessaire. Alors, pour répondre à ce défi, et ça peut être une source d'interrogation, voire d'inquiétude pour vous, j'ai décidé de créer une conférence des formations d'excellence du tourisme, en initiale CFET, et je l'ai fait avec ma collègue qui est ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur. Et j'ai demandé à un monsieur qui s'appelle monsieur Gailly de coordonner ce projet pour réaliser cette conférence d'excellence. Donc cette conférence d'excellence aura une capacité d'accorder un statut de membre de cette conférence aux établissements qui dispensent des formations d'excellence dans le domaine du tourisme, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés. Et ce choix, qui sera une espèce de label d'excellence, sera opéré sur la base de critères qui soient garants de la qualité des formations sélectionnées. Et la deuxième tâche de cette conférence d'excellence sera de mettre en réseau et de promouvoir les établissements retenus en France et à l'étranger, notamment à travers un site Internet qui sera dédié et qui sera traduit en plusieurs langues. Et ce sera aussi un rôle d'appui, de conseil, d'accompagnement des formations et des établissements. Et donc, ASTRE devra être dans ce schéma qui est à la fois pour le public et pour le privé. C'est l'occasion pour moi de saluer l'action de ASTRE. Vous avez été des pionniers avec les avantages et les inconvénients de la situation de pionnier, mais je crois que vous avez compris avant d'autres que c'était l'union qui faisait la force. Vous avez amélioré la visibilité des formations touristes dispensées par les établissements de votre réseau. Vous avez développé leurs interactions et c'est précisément ce modèle-là que nous comptons promouvoir avec la conférence d'excellence. Toujours au titre de la formation, nous allons créer une chaire d'enseignement supérieur et de la recherche consacrée au tourisme qui sera financée, celle-là, sur des fonds privés. Elle devra être opérationnelle en 2016. Elle devra financer des doctorants consacrant la recherche au tourisme ainsi que la venue de toute une série d'enseignants. Et on va lancer un appel d'offres cet automne. Et je ne connais pas exactement les mécanismes juridiques qui sont choisis, mais pourquoi pas vous inscrire dans ce cadre. Parce que ce que vous avez dit, Monsieur le Président, est tout à fait fondamental. Le tourisme, c'est tout ce que j'ai dit, mais évidemment, il faut qu'il y ait cette dimension de recherche. C'est déjà le cas, mais insuffisamment. Et d'abord parce que c'est un sujet en lui-même extrêmement intéressant, et parce que si on veut élever l'ensemble du secteur du tourisme au niveau où nous voulons qu'il soit, il faut que cette dimension intellectuelle, culturelle, universitaire, scientifique soit au rendez-vous. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Il n'y a pas d'un côté l'activité économique, de l'autre l'activité de recherche, et puis pour une troisième part la dimension patrimoniale. Tout ça, évidemment, est un tout. Un dernier mot sur l'accueil, avant que je ne réponde à vos questions. Je devrais le faire en style télégraphique, parce que je suis trop long. Le tourisme, c'est un de ses mérites. Ce n'est pas un secteur comme un autre, dans la mesure où c'est d'abord un secteur de relations humaines. Dans le domaine politique, vous avez entendu parler de Georges Clemenceau, qui était président du Conseil il y a longtemps, et qui avait le sens de la formule et qui avait la dent extrêmement dure. Et il n'était pas bon de se frotter à Georges Clemenceau. Et un jour, alors qu'il était à l'Assemblée nationale, Clemenceau se fait interpeller par un monsieur, ce n'était pas dans le domaine du tourisme, qui était extrêmement pédant, mais qui n'avait pas tout ce qui fait la réalité de la patte humaine. Et il le met en cause durement. Et Clemenceau, avec une réplique cinglante, dit « Monsieur X, vous savez tout, mais rien d'autre. » Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs, hein, pas de royalty.
Ben, dans le tourisme, d'ailleurs, ce serait une très bonne formule au début des études. Il faut bien sûr savoir tout sur le tourisme, mais il faut savoir le reste. Et le reste, c'est la dimension humaine, la dimension de communication. Si on n'aime pas cela, il faut mieux faire autre chose. Et donc, il faut aussi cet élément humain le pratiquer d'une manière professionnelle, sensibiliser les Français à toute une série d'activités et au tourisme en général. Voilà, donc vous avez choisi, pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, ce secteur. Vous y apprenez, vous y apprendrez les compétences techniques nécessaires, absolument indispensables, mais ces compétences techniques doivent s'accompagner d'une attention constante à cette question de la relation humaine, de l'accueil, de l'hospitalité. Et si vous avez choisi ces métiers, c'est parce que vous êtes spontanément tourné vers les autres. Et joignant le geste à la parole, je vais me tourner vers vous pour répondre à vos questions. Merci. Madame. Monsieur le ministre, Caroline Blondy, Université de La Rochelle. Vous avez rappelé que le tourisme est une activité majeure pour notre pays, une des rares voies, même pour certains territoires, de développement. Néanmoins, le tourisme en tant qu'objet de recherche est souvent encore occulté, même par la communauté scientifique. Et j'aurais voulu savoir donc quelles étaient les actions et les moyens que justement l'État compte envisager pour rendre plus lisible la recherche, mais également aussi pour renforcer notre rayonnement. Oui, ce que vous dites est vrai. Alors, d'ailleurs, sans ressembler à ces metteurs en scène de films qui font des films sur comment on met en scène les films, il serait intéressant à un moment ou à un autre d'essayer de comprendre pourquoi ce secteur, la recherche dans ce secteur, soit n'a pas été toujours aussi développée que nécessaire, soit n'a pas été mise en valeur. Bon, ça peut faire l'objet d'une recherche. Mais c'est un fait. Et c'est une lacune qui a été parfaitement identifiée. La conférence d'excellence dont j'ai parlé, j'espère, c'est une des raisons pour lesquelles nous la créons, qu'elle va permettre de répondre à ce besoin de reconnaissance de la valeur à la fois de la recherche et de la formation de nos universités en matière de tourisme. Et puis, je pense que ça permettra à certaines universités spécialisées dans le tourisme de mieux se positionner dans des appels à projets pour bénéficier de financements publics et privés. Un autre aspect qui est joint, c'est que je pense plus généralement que vous devez, pour ceux d'entre vous qui êtes dans les activités de recherche et plus généralement dans les milieux universitaires, développer votre dialogue avec les entreprises du secteur. Non pas que, vous deviez abandonner votre activité propre, ce n'est pas du tout ça l'état d'esprit, mais je pense qu'elles gagneraient à être plus proches de vous et réciproquement. Et en plus que ce sera une bonne chose pour l'embauche et la formation de vos jeunes diplômés. Je sais que Astre organise, je crois depuis l'an dernier, une journée professionnelle pour favoriser le rapprochement entre l'université et l'entreprise. Et donc, je soutiens tout à fait cela. Mais je crois, madame, qu'il faut aller plus loin. Donc, si vous avez des projets dans ce domaine, je les soutiendrai et je n'aurai pas de mal à convaincre ma collègue de l'Éducation nationale ou mon collègue de l'enseignement supérieur de le faire aussi. Donc, allons dans cette direction-là. Je suis étudiante en Master 2 Gestion des activités touristiques et hôtelières à l'IREST.
Et donc ma question était, comment voyez-vous l'évolution de la législation par rapport à l'émergence de l'économie collaborative? Est-ce qu'on vise plutôt à favoriser le développement de ces entreprises ou plutôt à protéger les entreprises, disons, traditionnelles? C'est une des questions que nous avons abordées l'autre jour dans la conférence annuelle du tourisme. Et il y avait là des spécialistes qui ont abordé le sujet. Il y a notamment je crois qu'il est directeur général ou vice-président d'Accor, qui est un Français avec un nom indien et qui, avant, travaillait avec Orange et qui est un grand spécialiste de ce secteur. Et puis d'autres. Bon, c'est l'économie collaborative, Airbnb, etc. etc. D'abord, c'est un fait, FAIT. Et je crois que ce serait une mauvaise piste que d'essayer d'élever des lignes Maginot en disant non, c'est la forme de l'économie traditionnelle qui doit prévaloir hors de notre vue. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais, en revanche, l'objectif qu'on doit poursuivre, me semble-t-il, c'est de satisfaire les besoins, parce que, en l'occurrence, c'est le touriste qui décide, et de mettre autant que possible à égalité de concurrence les différentes formes de tourisme, et en l'occurrence d'accueil, d'hôtellerie. Alors, beaucoup disent c'est une affaire de réglementation et de loi. Un rapport a commencé d'être fait sur ce sujet et il n'est pas sûr que ce soit prioritairement une question de réglementation et de loi, parce qu'il existe déjà dans le droit français un certain nombre de choses. Je n'ai plus les dates exactes en tête, mais le Parlement a voté en 2014, confirmé en 2015, une série d'obligations que, par exemple, les propriétaires privés ont à respecter s'ils veulent louer dans certaines conditions et sous-louer dans certaines conditions dans le mécanisme d'économie collaborative. Donc, il y a probablement des améliorations à faire sur le régime réglementaire ou législatif, mais de ce que j'ai lu, alors ça demande à être confirmé, c'est essentiellement dans l'application de ces règles qu'il y a beaucoup de défauts. Et donc nous sommes en train de regarder avec l'Union des propriétaires, avec le ministère des Finances, avec les services de contrôle des villes, comment on pourrait faire que cette économie collaborative, j'ai pris un aspect, il y a beaucoup d'autres choses, je ne parle pas d'Uber, etc. Bon, mais je parle de cette question-là, de l'accueil, hôtellerie ou quasi-hôtellerie, pour que ceci entre dans un champ qui soit mieux régulé. Voilà où j'en suis, et donc nous sommes convenus avec les professionnels de regarder ce que ce rapport va donner, et ensuite de discuter pour savoir si c'est suffisant, si ce n'est pas suffisant, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre. Si vous voulez, mon sentiment sur le fond, c'est que ce type d'économie dite collaborative va se développer. Simplement, il faut que nous soyons assez intelligents et pragmatiques pour encadrer tout cela, pour que ce ne soit pas fait au détriment des formes traditionnelles d'accueil du tourisme. Et pour ça, il faut aussi que les formes traditionnelles d'accueil du tourisme se modernisent, c'est ce qu'on a dit sur le numérique et sur tel ou tel autre aspect. Mais c'est un des champs sur lesquels nous travaillons et je suis sûr que ce type d'économie est appelé à se développer. Autre point ? Oui, Monsieur. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous avez su avec brio faire exister un des plus remarquables ministres du tourisme qu'on ait vu depuis longtemps, bien que vous n'en ayez pas le statut. Je souhaiterais que vous ayez le même brio pour faire exister les métiers du tourisme. Je crois que s'il n'y a pas autant d'élèves dans les filières touristiques que dans d'autres, c'est parce qu'on connaît des grands capitaines de l'industrie, de l'aéronautique, de l'automobile, et qu'il y a besoin de mettre
en exergue année après année des destins. Je pense que vous sauriez le faire. Je le dis en tant que représentant des entreprises au conseil d'administration de l'IREST, où je vois bien que ce hiatus avec l'opinion publique est encore là. Je crois que vous avez totalement raison, et donc on va y réfléchir avec vous et les professionnels. Bon, notre société est ainsi faite, mais c'est peut-être plus large que notre société contemporaine, qu'il faut des modèles d'identification. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a besoin de chemins, de héros, de, comment dire en bon français, de success stories, pour se dire, au moment où on doit choisir sa formation, ben, finalement, pourquoi pas, c'est intéressant. Il ne faut pas faire uniquement ça, il ne faut pas que ce soit artificiel, mais je crois que c'est vrai. Prends un exemple, dans un domaine qui fait partie, au sens large du tourisme, la gastronomie. Bon. Il y a quelques années, les restaurateurs étaient considérés comme marginaux et le métier de la restauration n'était pas recherché du tout. D'ailleurs, il y a toute une réflexion à mener intéressante sur l'évolution de la perception de la cuisine dans, comment dire, le panthéon français. Je m'explique, et ça fait sûrement l'objet de recherches universitaires. Si on réfléchit un petit peu, dans les goûts du français, au travers des siècles, il y a deux goûts qui ont été privilégiés, c'est la vue et l'ouïe. D'où, dans la hiérarchie des disciplines, le privilège à la peinture et à la musique. Le toucher, le goût, par rapport aux cinq sens, c'était latéral. Et la cuisine, du même coup, faisait l'objet d'un paradoxe. Déjà chez Louis XIV ou d'autres, la cuisine des rois est mise en exergue. Mais la cuisine dans la vie quotidienne, elle doit être cachée. Ça a une traduction d'ailleurs spatiale. C'est que pendant très longtemps, dans les appartements, dans les maisons, la cuisine c'était une petite chose. Il fallait que ce soit à l'écart. Et dans les restaurants, on cachait la cuisine. Maintenant, si vous allez dans des bons restaurants, dans des grands restaurants, il y a des vitres et tout se fait autour du cuisinier. Et parmi les cinq sens, le goût devient un des sens privilégiés. Et ça a toute une série de conséquences, cette vision, ce raccourci sociologique et philosophique. Et, par exemple, le fait qu'à la télévision, maintenant, il y ait des grandes émissions très suivies, ou sur Top Chef, sur ceci, sur cela, vous avez, on le voit, les restaurateurs m'en parlent, maintenant, de plus en plus de jeunes qui disent, moi, alors d'habitude les deux métiers préférés, c'est footballeur et acteur. Bon, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup de films et beaucoup de matchs de football. Mais le métier dans la restauration, qui est un métier à la fois intéressant et dur, est de plus en plus demandé. Bon. Et c'est lié à ces schémas de réussite. Alors, il ne faut pas non plus que ces schémas de réussite soient artificiels, parce que ce sont des métiers qui sont difficiles, il faut l'expliquer, où il y a besoin de sens du travail, de rigueur, de créativité. Mais je reprends ce que vous avez dit, en l'étendant bien au-delà, bien sûr, de la restauration. Il faut que nous montrions ces réussites. C'est fait dans d'autres domaines. Par exemple, dans le numérique, la France est devenue un des pays où il y a des start-up de numérique vraiment remarquables. Et le fait qu'il y ait un certain nombre d'aventures qui soient décrites,
que ce soit celle de M. Niel, celle de M. X, celle de Mme Y, etc., jouent. Donc, retenons cette suggestion et travaillons-y. Bonjour, Marie Sautin, étudiante en Master 2 de gestion de patrimoine et valorisation touristique. À quelques semaines de la COP21, vous n'avez pas parlé de l'environnement et je me demandais quelle place pour l'environnement dans le futur du tourisme en France. Merci. Oui, c'est le seul moment de la journée où je n'ai pas parlé de la COP21 parce que j'ai commencé ma journée en recevant le négociateur chinois. Ensuite, je l'ai poursuivi en allant devant les pétroliers du monde entier pour leur expliquer que jusqu'à présent, leur réputation n'était pas excellente dans ce domaine et qu'il y avait peut-être des choses à faire pour l'améliorer. Et je vais continuer cet après-midi. Alors, vraiment, merci de me ramener à mon sujet, d'autant que c'est tout à fait important. Il faut que la protection de l'environnement soit une préoccupation pour tous les secteurs d'activité et évidemment dans le domaine du tourisme. Dans l'hôtellerie, avec des préoccupations de plus en plus fortes en matière de consommation durable, de gestion des flux, énergie, eau, etc. Donc je ne sais pas si on vous apprend ça dans votre cours de gestion, mais c'est utile. Dans des nouveaux modes d'émergement qui sont plus proches de la nature et respectueux de l'environnement, et je pense que ça va se développer. Dans toutes les, le mot n'est pas très joli, sous-filières du tourisme, les modes de transport doux, le tourisme lent, qui va séduire une nouvelle catégorie de touristes qui sont à la recherche, sans être nécessairement babacool, d'un mode de consommation alternatif. Et je suis absolument persuadé de deux choses. D'une part, cette préoccupation environnementale est créatrice de valeur et elle sera de plus en plus exigée par les touristes. Et ça nous rapproche de la COP21, bien sûr, où nous avons en particulier... Bon, ça va durer. L'objectif de la COP21, c'est de trouver un accord universel sur le climat pour ne pas dépasser une hausse de 2 degrés. Et nous sommes malheureusement au-dessus. Mais, et donc, c'est une négociation internationale que je vais présider. Et à la fin, il faut que tous les pays acceptent. Bon, donc, c'est une négociation internationale. Mais c'est aussi toute une série d'actions. Et nous avons, tout au long de la COP, qui va durer du 30 novembre au 11 décembre, une série de side events où on va mettre en valeur un certain nombre de domaines où, justement, cette préoccupation environnementale peut être satisfaite et il y aura évidemment des aspects touristiques. Et puis, il va y avoir quelque chose dont on va beaucoup parler parce qu'on parle aussi beaucoup de choses qui, dans notre société contemporaine qui ont... une capacité de frapper les gens, c'est que le premier jour de la COP, le 30 novembre, donc nous avons invité le président de la République et moi-même, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du monde, beaucoup vont venir, et nous allons leur proposer un repas sur place, c'est au Bourget en fait, la COP de Paris, et nous allons évidemment leur proposer un repas qui sera en écho avec les thèmes de la conférence, non pas pour leur faire manger des racines, comme on a leur proposé, c'était très mauvais d'ailleurs, à New York, il y a eu un repas organisé où il y avait quelques chefs d'État et de gouvernement, et bon, ce n'est pas une incitation évidente à pratiquer ce type de cuisine, mais compte tenu de ce qui a été proposé. Mais, la seule question étant, est-ce qu'on est malade tout de suite ou est-ce qu'on est malade seulement le lendemain? Mais là, nous allons faire tout à fait autrement et nous allons demander à quelques-uns de nos très grands chefs qui sont sensibles à cette thématique de montrer ce qu'ils savent faire aux chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Et je pense que c'est le genre de choses qui aura un certain écho. Monsieur le ministre, donc Laurent Gigouzeau, directeur du Master 2 droit du tourisme que vous avez évoqué comme matière. Alors nous sommes évidemment très heureux de vous avoir comme avocat pour défendre ce secteur d'activité et les formations.
Juste une petite question. Pensez-vous que la première destination mondiale doit avoir un ministre à part entière pour ce secteur ou que... Voilà, la question est ouverte, c'est mieux comme ça. C'est difficile parce que vous avez commencé en disant que vous étiez extrêmement heureuse de m'avoir comme ministre. Et la deuxième partie de votre question, chère madame le professeur, est un peu contradictoire avec la première. Parce que si je disais au président de la République, je m'arrête de m'occuper de la diplomatie française, du commerce extérieur, de la COP21, etc., et la gentillesse de me nommer ministre du Tourisme, enfin, ce serait commenté. Non, au-delà de ma propre personne, parce que nous ne sommes que des individus fugaces, et au-delà des 25 prochaines années, je n'envisage pas d'être ministre. Si j'ai pu rendre service à ce secteur, c'est de contribuer à montrer que c'est un secteur fondamental dans non seulement notre économie et notre société, qui doit donc être reconnu comme tel aussi au plan de l'organisation gouvernementale. Alors là, il se trouve que, bon, c'est au Quai d'Orsay. La question de savoir, mais ce sera pour des gouvernements futurs, est-ce qu'il faut isoler cela dans un ministère, mais qui devrait être de premier rang? Ou bien est-ce qu'il faut l'inclure dans le champ d'un ministère régalien? Bon, ça, ce sera une question qui sera à la décision du futur président de la République et Premier ministre. Je crois que quelle que soit la forme qu'on retiendra, en tout cas, nous aurons tous rendu un service à notre pays si nous aurons fait comprendre que, je reprends l'expression que j'avais utilisée, ce n'est pas un secteur latéral qui vient en plus. Peut-être aussi a-t-on pensé que le tourisme, ça marchait tellement bien que ça pouvait marcher tout seul. Finalement, il n'y avait pas besoin que les gouvernements s'en occupent. Oui, peut-être quand nous étions un pays où on venait spontanément, quand il n'y avait pas de concurrence, quand ça existait. Mais aujourd'hui, il faut vraiment réunir toutes les forces. Et je pense tout de même que un gouvernement, évidemment, n'a pas à se substituer à ce secteur, ce serait absurde, ça n'aurait aucun sens. Mais s'il y a une administration qui pousse, c'est une bonne chose. Et je ne sais pas si ce qui sera fait de mes successeurs au Quai d'Orsay, qui, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, sont nombreux. Mais je pense que c'est pas mal, cette alliance, cet alliage. Parce que je prends un exemple. Bon, moi, je dirige l'ensemble des ambassadeurs. Et pas seulement les ambassadeurs, mais toutes les représentations françaises à l'étranger. Et les touristes, ils viennent quand même en général de l'étranger. Et donc, si je demande à mes ambassadeurs, comme je l'ai fait, mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous êtes les chefs de l'administration française à l'étranger, les préfets, pour ainsi dire, à l'étranger. Eh bien, je vous demande de vous investir en matière de tourisme. Ça a quand même un certain effet. Est-ce que cet effet serait le même si c'était le ministre du Tourisme, quel qu'il soit, qui le demande modestement aux ambassadeurs? Point d'interrogation. Mais il faut que cette conférence ne réponde pas à tous les sujets. Donc, et il est bien qu'elle se termine sur un point d'interrogation. Bonne chance.